Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une quêtes, un podcast où est-ce qu'on explore les mille et une quêtes qu'on peut avoir dans notre vie. Et aujourd'hui, on explore la quête du voyage avec notre invité qui s'appelle le Petit Denis. Bonjour Denis. Bonjour, bah écoute, merci de me recevoir dans ton podcast, ça me fait super plaisir. C'est mon premier podcast, alors ça compte beaucoup pour moi, j'espère que ce sera le premier d'une longue série. Mais c'est génial parce que c'est mon premier podcast aussi, donc on ouvre ensemble peut-être une histoire, une grande histoire. Et puis je t'invite fortement à te servir comme tu veux, fais comme chez Trop cool, toi. merci. Euh, donc, eh ben pour nos invités, j'aimerais ça que tu puisses te présenter de la façon dont tu le souhaites. Ouais, bah petit Donny comme t'as dit, Donny de mon vrai prénom. Je suis étudiant en philosophie puis voyageur à plein temps. Je voyage depuis que j'ai quitté chez moi à 18 ans et j'en ai fait un mode de vie. Mhm. Et sur ta bio Instagram, j'ai vu, il est marqué enfant sauvage. Comment est-ce que ça te représente? Ouais, enfant sauvage, c'est deux trucs qui me représentent vachement bien. Enfant parce que plein de vie et de vitalité. Et je pense vraiment comme un enfant que tout est possible. Hmm. Je fais plein de trucs, j'entreprends avec frénésie, une sorte d'énergie créatrice, un peu affranchi des normes sociales aussi, du qu'en dira-t-on et de ce que les gens vont en penser. Je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'ai envie de faire et ça me convient bien. Et sauvage parce que bah, pour plusieurs raisons. Déjà le rapport à la nature. J'adore la nature, j'adore être dehors, j'adore ce contact avec les éléments. Et puis aussi parce que il y a un côté liberté dans, par exemple, dans le fait d'être à l'état sauvage. Hmm. En fait, c'est beaucoup être libre et je suis vraiment en recherche de liberté. La liberté, je pense que c'est quelque chose qui se conquiert, qui nous est pas donné et c'est un travail personnel d'aller la chercher. Et enfant sauvage pour ces deux raisons, quoi. Ouais, c'est génial. Donc, on voit vraiment une passion pour le voyage, mais aussi beaucoup pour la philosophie, parce que tu me dis que Ouais. tu es parti en voyage, mais tu as aussi pris des cours à distance en philosophie. Qu'est-ce que Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ces études en philosophie? J'ai découvert la philosophie assez tardivement. Hmm. J'ai découvert ça bah, à la fin de mon lycée, en fait, quand on avait des cours obligatoires de philosophie. Et très vite, je suis vraiment tombé amoureux de la discipline, pour l'ouverture d'esprit que ça peut apporter, Hmm. pour la réflexion, pour mon propre savoir et ma connaissance. Euh, J'aime bien dire que le voyage, c'est l'école de la vie. Hmm. Et la philosophie, ça complète vachement ma recherche et ça met un peu en mots et en pensée ce que je vis dans le voyage. Donc les deux se complètent super bien et, et j'adore la philosophie pour ça. J'ai vu sur les réseaux sociaux que ton premier voyage a été à l'âge de 18 ans. Tu as Ouais, décidé de tout quitter pour partir aux États-Unis et faire le tour en camping-car. C'est bien ça. ouais, c'est ça. J'ai fait l'Ouest américain en camping-car. Et pourquoi, comment t'es venue l'idée de faire ça et comment est-ce que ça s'est passé? Bah, partir naturellement, je suis pas parti sur un coup de tête. OK. Ça faisait super longtemps en fait que je voulais partir, mais que je pouvais pas partir. C'est un voyage dont j'ai rêvé pendant toute mon adolescence. J'ai vraiment passé toutes mes années lycée et même avant à vouloir faire ça, à vouloir partir à l'aventure, à vouloir faire ce voyage. Et j'avais vraiment pour rêve d'aller aux États-Unis, d'y acheter un camping-car et de faire un road trip de tout l'Ouest américain. Et en fait, à 18 ans, j'ai eu la possibilité de le faire. Donc, bah, je l'ai fait. Et c'était génial, c'était la réalisation de mon rêve. Ça n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de contraintes, des problèmes à gérer aussi. Mais bon, on n'a rien sans rien et je l'ai fait aujourd'hui. Je suis super content d'avoir pris cette décision. Hmm. Et comment ton entourage a pris euh,
le fait que tu partais de la maison? Parce que, tu sais, c'est pas un parcours typique, là. Je veux dire, on pense tous, bon, nous, ici au Québec, en tout cas, c'est comme, bon, ben, tu fais ton cégep, ton université, puis après, ben, tu voyages. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu le chemin que la majorité des gens prennent. Comment Mhm. est-ce que toi, ton entourage a pris le fait que ben, tu quittes tout, puis tu pars ailleurs? Ouais, bah moi les gens m'attendaient vachement au tournant Hein? quand t'as un peu un projet fou comme ça. Tout le monde pense que tu vas échouer Hein? et tout le monde pense que t'es pas dans le droit chemin et dans ce qu'il faut faire justement. Donc c'est sûr qu'il y a eu cette énorme pression sociale de je devrais plutôt faire des études, après mes études prendre un travail, après mon travail prendre ma retraite. Et en fait mes plus belles années elles seront passées puis j'aurais pas accompli mon rêve et réalisé ce que je voulais faire. Moi, très vite, très tôt, je me suis dit non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse ce qui m'anime. Et donc j'ai eu beaucoup de pression. L'avantage, c'est que moi, quand quelqu'un me dit que c'est pas possible, Mmh. tu sais, t'as deux cas de figure. Soit tu prends peur et tu te dis, ok, je vais pas faire ça et tout. Ou soit, en fait, ça te motive encore plus. Mmh. Et moi, ça m'a motivé encore plus. Plus on m'a dit que j'allais échouer, plus on m'a dit que ça allait pas être possible, plus j'ai eu envie de le faire. Plus tu Donc, voulais prouver que ouais, je suis capable en fait. ouais, ouais, c'est ça, plus je voulais prouver. Donc, bah, quand je l'ai fait à 18 ans et que je suis parti, c'était l'accomplissement de mon rêve. C'était aussi un peu une revanche sur Mmh. tous ces gens qui n'avaient pas cru. Mmh. Et ouais. C'est cool. Et comment est-ce que, euh, mon Dieu, quand tu parles, je suis tellement intéressée. Alors, j'oublie tout ce que j'ai envie de poser comme question. Euh, mais je voulais savoir, quand tu es partie aux États-Unis, ça a été quoi un peu ton plus grand défi? Bah, le plus grand défi quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est que déjà on était pendant Covid. Mm, Donc, on ne pouvait pas aller aux États-Unis directement depuis la France. Il a fallu que je fasse une quarantaine en Serbie, j'ai été, parce que c'était en dehors de l'espace Schengen. Il y avait beaucoup de restrictions, c'était compliqué de voyager à cette époque. Euh, le deuxième gros défi, ça a été l'achat du camping-car, parce que j'ai 18 ans, parce que je suis pas résident aux États-Unis, parce que j'ai aucun papier, parce que il y a beaucoup d'administratifs et que c'est compliqué. mm. J'ai eu la chance d'être bien entouré et je suis parti avec mon cousin. Puis mon cousin avait une amie qui vivait déjà là-bas, donc elle m'a beaucoup aidé dans les démarches. Cool. Et, euh, et ça a été quoi, tu dirais, ton plus beau souvenir dans ce voyage-là? Euh, je dirais deux gros beaux souvenirs. Première fois que j'arrive aux États-Unis, vraiment que je suis sur le sol américain. Mm, Pendant toute mon enfance, j'avais rêvé de ça et j'étais dans ma chambre et je regardais des vidéos YouTube de gens qui voyageaient et je lisais des gens qui voyageaient et je pouvais pas le faire. Et j'avais vraiment ce sentiment d'impuissance d'être dans une vie dont j'ai pas envie, mais j'ai pas le choix parce que je suis mineur et que je dois faire ce que mes parents me disent de faire. Mais en fait, mm, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc y arriver, enfin, ma première fois quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était vraiment fou. Et la deuxième fois, c'est quand j'ai acheté le camping-car. Parce que là, je me suis dit, OK, Tu l'as, là, c'est ça y est, concret. je l'ai, c'est concret. Ça fait des années que j'en parle à tout le monde. Ça fait des années qu'on me dit que c'est pas possible, que c'est trop beau, que c'est trop compliqué. Et je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai mon camping-car. Et maintenant, on va pouvoir partir. Puis c'était un road trip incroyable. J'ai fait tout l'ouest des États-Unis avec. C'était des paysages époustouflants, des routes à perte de vue. Enfin, vraiment, Mm. c'était dingue, c'était dingue. Et c'est quoi ton endroit favori? Euh, dans tout l'Ouest américain, ce que j'ai préféré, je dirais le Nevada. Mhm. Le Nevada, t'es vraiment perdu dans le désert. Puis il y a juste toi et ton camping-car. Puis j'avais acheté un vieux camping-car des années 80. Il était de 1985, mon camping-car. Donc il était vraiment dans une vibe super vintage. Puis d'être là sur ces routes perdues au milieu de nulle part, ouais, c'était génial. Et tout à l'heure, tu as dit que t'aimais, que ça faisait longtemps que tu es tombé un peu dans cet univers
du voyage, c'est à quel âge que vraiment tu t'es dit, ah, j'aimerais bien commencer à avoir avoir ce mode de vie un peu différent Ouais. de tout le monde? Bah, c'est vrai que j'avais un parcours assez traditionnel jusqu'à mes 13 ans. Mhm. Et 13 ans, c'est jeune. ouais, mais avant, enfin, je devais faire des études, prendre un travail, faire comme tout le monde, quoi, la routine, un peu le métro boulot dodo, on va dire. Tu te poses vraiment la question avant 13 ans. Je veux dire, même à 13 ans, je trouve que c'est jeune, mais c'est Ouais, quoi, bah c'est en quoi fait, vraiment le à truc? 13 ans, j'ai eu ce déclic de. Alors, c'est sûr que c'est jeune et c'est un peu prématuré, puis j'étais mature pour mon âge et j'ai toujours eu un peu un temps d'avance sur les autres et je me suis toujours senti en décalage avec ma génération. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à 13 ans, je sais pas, j'ai eu cette réflexion sur la vie et j'ai eu ce déclic. J'étais tombé sur des bouquins, puis je lisais un peu du développement personnel. Et là, j'ai un peu commencé à remettre tout le monde en question, tout le système en question. Hmm. Et je me suis découvert que non, en fait, j'avais cette passion pour le voyage, j'avais envie de faire autre chose. Et j'ai passé toute mon adolescence, du coup de mes 13 ans à mes 18 ans, à lire beaucoup sur ça, à me documenter, à essayer d'apprendre. Et après, je suis parti quand j'ai eu l'opportunité, quoi. Ah, donc t'es tombé jeune dans le développement personnel. Ouais, je suis tombé très jeune dans le développement Et c'est personnel. quoi est-ce que tu lisais des livres en particulier de développement personnel déjà? J'ai lu des livres de développement personnel, ouais. Je me souviens, après les cours, j'allais à la Fnac et je lisais les livres là-bas parce que j'avais pas d'argent pour me les acheter. Mais Mais non. du coup, je faisais ça. YouTube, j'ai énormément appris sur YouTube. Et puis sur Internet en général, il y a vraiment tout, quoi. Hmm. Donc, ouais. Et c'est quoi, mettons, un livre et une personne, on va dire, qui t'a inspiré dans ce domaine-là? Bah, à l'époque, c'était différent. Moi, je regardais beaucoup de chaînes business, Ah. comment créer son business en ligne, comment être, comment la liberté financière, comment faire des blogs, comment c'était beaucoup de ça. Donc, c'était beaucoup du développement personnel axé sur ça. Puis après, ma deuxième phase, ça a été vraiment le voyage. Et là, je regardais beaucoup plus de contenu voyage, de gens qui voyageaient. Hmm. Cool. Et ensuite, il y a une question qui m'est venue quand j'ai vu, t'as produit un reportage sur ton voyage au Japon. Ouais. Et je suis super curieuse de savoir, parce que comment est-ce que tu t'es rendu à te dire, ah, je vais parcourir le Japon à vélo? En plus, c'était sur Ouais. un coup de tête. En fait, c'est ça. Je me suis pas, j'avais pas du tout prévu ça. Ouais. C'était pas du tout prévu. C'était super spontané. Il se trouve que j'ai eu de la chance. Premier jour où je suis arrivé au Japon, je suis arrivé à Tokyo et dans mon auberge de jeunesse, j'ai rencontré un Français qui s'appelle Clément, qui est devenu un ami maintenant. Hmm. Et on avait tous les deux envie de faire ce truc fou, de s'acheter des vélos et de traverser les Alpes japonaises à vélo. Moi, j'avais envie de visiter le Japon, mais visiter d'une manière pas conventionnelle. Hmm. J'aime bien faire les trucs un peu décalés, pas faire comme tout le monde. Hmm. Et tout le monde visite, enfin fait les grosses villes et prend le train. Et moi, j'avais envie d'aller vraiment dans le pays, dans l'arrière-pays, en nature, dans les campagnes. Et pour ça, le vélo, c'était un super moyen. C'était aussi un défi physique, très sportif. Et ça, c'est quelque chose que j'adore aussi, repousser mes limites physiquement et mentalement aussi. Donc il y avait un peu tout qui était réuni. Clément, il était chaud pour le projet. C'est aussi cool de faire un voyage comme ça avec quelqu'un plutôt qu'en solitaire. J'avais aussi déjà fait un voyage à vélo en solitaire qui était complètement différent. C'est vraiment deux types de voyages différents. Voyager avec des gens, voyager tout seul. Mais ouais, on est parti sur ce coup de tête, puis ça a marché. Et c'était juste génial. Hmm. Et justement, il y a comme plusieurs types de voyages. Tu sais, il y a des voyageurs qui voyagent pour le côté culturel. Certaines personnes vont voyager pour l'aventure. Euh, Pourquoi est-ce que toi, tu voyages? Genre, pourquoi est-ce que tu voyages et c'est quoi les voyages qui te passionnent le plus? Ouais. Moi, j'adore la diversité dans le voyage. Donc, je dirais pas que j'ai comme un type de voyage. Hmm. J'aime bien justement faire plein de voyages différents parce que pour moi, en fait, un voyage, c'est une expérience avant tout. Hmm. Et en fait, je suis vachement en recherche de différentes expériences de vie. Je veux faire plein de trucs différents. Je suis très curieux.
Donc je cherche pas à m'enfermer dans un type de voyage. Là, j'ai fait du voyage à vélo, mais avant, du coup, j'avais un camping-car et j'étais en road trip. J'ai fait du voyage en sac à dos bikepacking. J'ai fait, euh, j'ai fait un trek au Népal. Vraiment, j'ai plein de types de voyages différents. Parfois, je suis tout seul, parfois, je suis accompagné. Euh, je, Vraiment, j'essaie de varier ce que je fais. Après, c'est sûr que j'ai quand même un penchant et j'adore me tourner vers tout ce qui est un peu expédition et aventure. C'est-à-dire vraiment aller au bout de mes limites, me donner un challenge un peu fou et, et faire une exploration un peu. Hmm. Ouais. Un peu comme j'ai vu, parce que j'ai vu sur une de tes vidéos Instagram, que je pense que Mike Horn doit être vraiment ton inspiration. Ouais, c'est ça. Un peu comme ce qu'il a, lui, a entrepris. Ouais, bah, je suis vachement dans son sillage et c'est sûr que c'est ma plus grosse source d'inspiration, Mike Horn. J'adore ce qu'il fait et je me reconnais beaucoup dans mon voyage. Bon, bien sûr, c'est à mon échelle, je suis pas encore à son niveau là, mais c'est ça que j'aimerais faire de plus en plus dans les années à venir. Et j'ai déjà commencé un peu à le faire, avec notamment ce voyage à vélo au Japon, mon premier voyage à vélo, le Népal où j'ai fait ce trek de 10 jours dans l'Himalaya. Ouais, j'essaie de relever un peu des défis comme ça. Hmm. Les voyages te demandent, tu sais, beaucoup de... Tu sais, on voit le voyage comme, wow, quelque chose d'incroyable et tout ça, mais ça demande énormément de sacrifices. Ça demande quand même, genre, un mode Ouais, de vie différent. Je veux dire, c'est pas... c'est quoi les choses que t'as renoncé, on va dire? c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Hmm. Moi, ça me convient bien, mais parce que j'aime bien l'imprévu. J'aime bien pas savoir ce que je vais faire, partir sur des coups de tête, rencontrer des gens différents, avoir un quotidien différent. Il y a une grosse part d'imprévu et il faut savoir s'adapter en voyage. Il faut être assez débrouillard. Moi, c'est sûr que j'adore ça. Après, il y a des renoncements, je dirais plus que c'est de la pression sociale et familiale et en fait tout ton cercle qui t'entoure. Le système essaye vachement de te garder dans la direction que tout le monde prend. Et moi, c'est vrai que j'aime bien être un peu marginal, Hmm. faire les choses un peu différemment. Et faut être prêt à se confronter à ça. Il y a beaucoup de solitude aussi parfois, parce que tu as ce sentiment d'être incompris et moi je ressens vachement ça. Il y a peu de gens où vraiment j'ai l'impression qu'on pense pareil et on partage le même truc. Donc ça vient avec des défis comme ça. Bien se connaître aussi, être bien avec soi-même. Euh, et bon, après, il y a aussi tous les avantages que ça apporte. Donc, Donc, ta quête du voyage tourne vraiment autour de, de, de tout ce développement, de ce dépassement de soi, dans ton développement personnel, pardon, et de repousser tes limites, euh, de rechercher un peu à vivre pleinement ta vie. Tu veux pas nécessairement, ouais, on dirait que t'es comme avide de vivre plein de choses. Tu veux pas genre te dire, je suis passée à côté de certaines choses. Est-ce que tu as ce sentiment-là, un peu qu'on ouais, appelle c'est le exactement FOMO, ça. là, je veux dire, fear of missing out? Ouais, mais je l'ai eu encore plus parce que pendant des années, du coup, quand j'étais adolescent, en fait, je voyais le temps passer et j'en faisais pas ce que je voulais. Et donc après, quand je suis parti à 18 ans, j'ai un peu eu ce truc de rattraper tout le temps que j'ai perdu. Maintenant, je prends plus le temps. Enfin, je suis moins dans cette recherche de rattraper du temps, Hmm. mais par contre, je suis toujours dans dans ce truc d'entreprendre avec frénésie. C'est vrai que je suis assez extrême et je vis la vie assez intensément. Je suis à la recherche de tout ce qui est intense, j'adore. Que ce soit des émotions aussi bien positives que négatives, que ce soit des expériences, que ce soit des rencontres, tout en fait vraiment. Je vis comme ça quoi, ma vie c'est ça. Ah ouais. Et ça c'est sûr. C'est sûr que je suis en recherche de vie. J'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de pas assez vivre. Mike Horn dit ça beaucoup et c'est vrai que c'est un truc Ouais, que je ressens aussi beaucoup. c'est ça justement, c'est que hier, j'ai regardé une vidéo de Mike Horn parce que en m'intéressant à ce que tu publiais, ben, je suis tombée justement sur son profil. D'ailleurs, moi, je le connaissais absolument pas.
Ok. Mais je pense que j'en avais déjà entendu un peu parler, mais je veux dire, j'avais jamais consommé Ouais. son contenu. Euh, et là, j'ai trouvé que c'était incroyable. Cette personne est juste incroyable. Genre, Ouais. j'ai eu la bouche ouverte durant tout le long du documentaire, surtout, c'était sur je pense que c'était son voyage, mon Dieu, c'est quoi? C'était le K2. Ok. Ouais, K2, il a fait le cadeau. Ouais. c'était solide, là. Ouais. Et justement, je pense qu'il a dit dans son contenu, il a dit une phrase. Il dit, on n'a pas besoin d'aimer l'aventure pour faire des choses exceptionnelles, mais d'aimer la vie. En fait, ce qu'il faut, c'est aimer la vie. Ouais. Parce que j'imagine que quand tu te rends dans ce genre de, 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 d'expériences, de circonstances, je veux dire que c'est fou. C'est quoi le mindset qu'il faut avoir là, pour... C'est sûr que moi j'adore la vivre et vraiment je mange la vie. Mm. C'est-à-dire que je suis hyper enthousiaste dans tout, dans tout ce que je fais et dans tout ce que j'entreprends. Et c'est pour ça que je cherche aussi à faire le plus de trucs. Et j'ai un peu comme une checklist de tous les trucs que j'aimerais faire. Et Mm. bah, généralement, c'est au nouvel an, après, à la fin de chaque année, je regarde cette checklist, je regarde ce que j'ai fait dans l'année. Ok, qu'est-ce que j'ai accompli? Ok, ça, it's done. Et je passe un peu au prochain truc. Mm. Et c'est quoi qu'est-ce qu'il y a sur cette checklist? Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs que j'ai déjà fait. Le camping-car, c'était sur la checklist. Le Japon, c'était sur la checklist. Le trek au Népal, c'était sur la checklist. Un Mm. voyage à vélo, c'était sur la checklist. Donc il y a pas mal de trucs que j'ai fait. Il y a encore plein de trucs que j'ai pas fait. Rencontrer Mike Horn, c'est sur la checklist Ouais! et je l'ai pas encore fait. T'aimerais faire Euh, une expédition avec lui? ouais, j'adorerais faire un truc avec lui, une vidéo ou un petit bout de chemin. Ouais, ça c'est vraiment un truc que j'adorerais. J'aimerais bien faire de la voile, faire un tour du monde à la voile. Ça, je l'ai pas encore fait et c'est un de mes, je pense, une de mes prochaines aventures, c'est d'acheter un vieux voilier, de le rénover et de partir sur l'océan avec. Mm. Tu parlais beaucoup de ton voyage au Népal. Ça ressemblait à quoi, ce voyage-là? Ben, le voyage au Népal, j'ai fait un mois. Dans ce voyage, il y avait un moment important, c'était le trek du coup dans l'Himalaya. En fait, j'ai fait le tour des Annapurna et c'est un trek qui dure 10 jours, qui est assez physique. On monte jusqu'à 5400 mètres d'altitude. Et notamment, donc quand on fait ce passage de montagne, il faut se lever à 3 heures du matin. Mm. Puis moi, quand j'y étais, on s'est engagé dans la montagne, il faisait moins 20 degrés, il faisait nuit noire, et on avait 8 heures d'ascension de prévu. Et c'était vraiment un défi physique parce que plus tu montes en altitude, moins tu as d'oxygène. Et je me souviens en haut, tous les 10 pas, je m'arrêtais parce que j'avais plus de respiration. Mais c'était génial de se sentir comme ça dans les montagnes, d'être dépassé par des éléments qui sont beaucoup plus grands que toi. Moi, j'adore ça, la nature quand elle est inhospitalière, quand elle est dangereuse, c'est majestueux. Ouais, puis moi, je me demande parce que hier, j'ai vu une vidéo de Mike Horn, puis il disait, souvent, on est comme focusé sur arriver au sommet, Ouais, mais on oublie qu'il faut redescendre. ouais. Donc, euh, comment est-ce que cette expérience-là, qu'est-ce que ça t'a appris en termes de chemin et de leçons de vie? Je pense que c'est un truc que j'ai fait en plus dans ma vie et qui me forme. Je pense que c'est un processus d'apprentissage sur le long terme. Chaque expérience que je fais, chaque voyage, je le vois comme quelque chose en plus que j'ai acquis, une compétence en plus que j'ai acquise. Et j'apprends beaucoup. Là, c'est sûr que j'ai repoussé mes limites physiquement, mentalement, c'était dur. Il faut continuer à avancer même si on a mal aux jambes, même si on est fatigué. J'ai pas eu de souci à faire ça parce que je savais pourquoi j'étais là. J'avais choisi d'être là. Ça m'était pas imposé. J'ai volontairement voulu aller au Népal faire ce trek. Et quand je l'ai fait, oui, il y a eu des moments difficiles. Mais après, il y a aussi, quand tu l'as terminé, la fierté Mm. d'avoir accompli ça.
Ouais. Et c'est quoi ta plus grande fierté? Euh, Ma plus grande fierté bah, dans ce que j'ai fait, je dirais d'être parti à 18 ans, de l'avoir fait, de ne pas avoir eu peur, enfin, d'avoir eu peur, mais d'avoir quand même surmonté cette peur et d'avoir réussi surtout. Parce que c'est vrai que c'était pas donné. Moi, je me souviens quand je suis parti, tout le monde pensait que j'allais rentrer dans 2 mois et que j'aurais plus d'argent et que ça allait être fini. Et en fait, non, j'ai réussi à continuer. Maintenant, j'en ai fait mon mode de vie. Et, euh, et sinon, ma plus grande fierté personnelle, je dirais que c'est d'être aligné avec ce que je suis, de faire vraiment ce que j'aime, peu importe ce que les gens peuvent en penser. Mais je vis mon rêve, je vis pour mon idéal, et, euh, et ça c'est une grande fierté. C'est quoi, c'est quoi ton rapport à la nature? Comment est-ce que tu décrirais ton rapport à la nature? Je me sens super bien en nature. J'adore la nature, j'adore être en contact des éléments. Bah, comme je te disais, j'adore quand je suis dans une nature super inhospitalière et que ça me ramène à ma condition toute petite d'être humain et que je suis dépassé et entouré par quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Donc ouais, je me sens super bien en nature. Et je pense que la nature t'apprend plein de trucs. Dans nos sociétés, on a plein de confort et on a construit des villes, c'est des mégalopoles et on est complètement déconnecté de toute cette nature. Et je pense que c'est bien d'y retourner. Et bah, c'est pour ça aussi Enfant sauvage, tout ce côté sauvage, Ouais. de retour à l'essentiel, retour à une vie plus simple. La nature, c'est de la simplicité. T'apprends à apprécier un coucher de soleil, à avoir les pieds dans l'eau et être dans l'océan, te sentir dans la montagne et voir à quel point elle est haute. En fait, c'est toutes ces petites beautés naturelles que on voit pas, on oublie de voir dans nos sociétés modernes. Mhm. Ben, surtout que j'ai l'impression que quand on est en ville, on est comme pris dans une certaine routine. Et là, le fait que ça soit le fait que tu sois comme immergé dans la nature, ça te rappelle à quel point tu sais, on est tout mini, on est Ouais, minuscule, on n'est pas si important que ça finalement. ouais. Tu sais, Non, on est insignifiant, ouais. ouais, on se donne tellement d'importance dans notre société, comme dans notre vie de tous les jours. Et j'ai l'impression que quand tu te retrouves dans des endroits plus en nature Mhm. où tu vis des expériences comme ça, ben, tu te sens que finalement, on n'est rien, on n'est pas grand-chose, mais en même temps, je pense que on apprend surtout à s'écouter Ouais, dans ce genre de moment. Puis, t'apprends à te connaître beaucoup. exactement. T'apprends à te connaître. Il y a une grande humilité d'être en nature, c'est sûr. T'as beaucoup moins de problèmes aussi. On se crée vachement de problèmes dans nos sociétés modernes, alors qu'en réalité, on n'en a pas tant que ça. Mm. En nature, tu te rends compte, ok, c'est quoi un vrai problème et c'est quoi en fait tout ce qui est futile. Euh, Devoir survivre, trouver de quoi manger et de quoi dormir, ça c'est un vrai problème. Mais C'est tout plus ce qui est autour, primitif, on va ouais, dire, ouais. mais tout ce qui est autour, en fait, ça a peu d'importance. Ouais, ben justement, dans la nature, moi, je sais pas, je pense à ça, mais t'as tellement de temps pour penser. Ouais. C'est-à-dire que quand tu marches dans des gros treks, t'as tellement Ouais. des longs treks, t'as tellement le temps de penser. Faut être bien avec soi. Est-ce Mhm. que ça t'apprend à être bien avec toi-même? Que- c'est quoi les différentes pensées qui peuvent t'envahir dans ce genre de moment? Je pense que très tôt, j'ai appris à être bien avec moi-même et d'être aligné et d'avoir confiance en moi. Bah, comme je te disais au début, tout ce conditionnement quand j'étais jeune, on m'a dit c'était pas possible, on a essayé un peu de me casser. En fait, ça m'a vachement formé et ça m'a vachement construit une confiance en moi. Donc ça, c'est sûr que je l'ai et que je la développe de plus en plus. Apprendre à se connaître, c'est vachement important. Aussi pour connaître ses limites, savoir ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Le trait qu'on n'est pas, j'étais capable de le faire.
Une expédition à la Mike Horn, je suis peut-être pas capable de la faire. Donc non, c'est sûr qu'il faut être bien avec soi-même. Il faut se regarder comme on est. On a tendance à avoir un regard souvent assez biaisé et c'est super dur d'être comme transparent avec soi-même, Objectif. objectif. Ouais. Et ouais. Ouais, mais ben, comment est-ce que tu arrives à faire ça? C'est-à-dire, comment est-ce que la nature, on va dire, c'est ou bien ces expéditions t'apprennent ça sur toi? Je pense que je vis beaucoup l'instant présent, c'est-à-dire que je fais pas trop de construction sur le futur, mais pareil sur le passé. Vraiment juste, je suis là, je vis le moment présent, j'ai de la gratitude envers ce que j'ai Hmm. et envers ce qui m'entoure. Et ouais. Hmm. Et est-ce que tu as eu une expérience, genre, un peu, comment dire, parce que j'ai l'impression que tout aventurier doit avoir une expérience un peu risquée. Est-ce que tu as eu une expérience où Ouais, est-ce j'en ai que ça a quelques-unes. été... J'en ai euh, quelques-unes. Ben c'est vrai que il y a quelques fois pendant mon voyage où j'ai failli mourir. Je raconte souvent cette anecdote du début de mon voyage. C'était donc en Serbie. mhm. Et ça faisait comme 10 jours que j'étais parti. Et bref, je vais la faire courte, mais je me suis retrouvé avec un gun pointé sur ma tête. En gros, j'étais parti faire un urbex et bah, j'étais parti pendant la nuit parce que je recherche un peu de frissons. Et bref, sur mon chemin, je me suis retrouvé dans des cités et je me suis retrouvé avec une voiture qui commence à rouler à mon niveau. Il y avait personne dans les rues, il était comme 2 heures du matin et je commence à avancer plus vite et je vois qu'elle me suit et je me mets à courir et je vois qu'elle me court dessus derrière, enfin qu'elle essaie de m'écraser quoi. Et bref, comme 2 minutes après, il y a des mecs qui sortent et qui ont un gun et qui le pointent sur moi. Ils ont vu que j'avais rien et ils m'ont laissé partir. Mais en fait, très tôt, j'ai compris que le voyage pouvait s'arrêter aussi vite qu'il a commencé. Et paradoxalement, je me suis aussi senti vachement vivant. C'est-à-dire que j'aime bien le risque. Et c'est vrai que c'est quand tu es sur ce fil entre la vie et la mort. Alors, je recommande pas de se mettre dans des situations de danger de mort. Mais par contre, c'est vrai que dans ce genre de moment critique, on apprend vachement à aimer ce qu'on a. Je me souviens que le matin, quand je me suis réveillé, j'étais en mode putain, c'est génial, encore un jour où je suis vivant, tu vois. Genre, Oula! j'aurais pu mourir hier, et non, et je suis encore en vie aujourd'hui. Et ça t'apprend à aimer vraiment chaque jour, et à aimer ce que t'as. Et c'est vrai que j'aime bien me foutre dans la merde. Bon, pas trop non plus, parce que je veux pas y passer. Mais c'est vrai que tu t'es vachement vivant. Entre la vie et la mort, c'est là où t'es le plus vivant. Ouais, mais c'est ça. C'est que le paradoxe, c'est que c'est dans ces moments-là où tu t'accroches encore plus à la vie Ouais, puis tu réalises la valeur de la vie. ouais. Et dans tous tes voyages, c'est quoi la plus grande leçon que tu as appris? Quelle est la plus grande leçon que j'ai appris de tous mes Ouais, voyages? mettons quelque chose qui te reste dans la tête au quotidien. Est-ce qu'il y en a une? Que tout est possible. Que tout est possible. Que tout est possible. Que vraiment il y a des possibilités partout. Mais ça très vite et très tôt je l'ai compris. Je me souviens après le premier voyage en camping-car, j'ai été en Amérique centrale et je me suis retrouvé au Costa Rica. Et à ce moment-là, donc j'avais 18 ans et j'avais pas une thune. Vraiment, j'avais pas d'argent. Et, et je me souviens, je me suis dit, ok, comment je vais faire juste pour vivre? Et je me souviens, je m'étais mis à vendre des gâteaux à la banane sur la plage. Et je les faisais, j'avais trouvé un volontariat. Donc en fait, j'étais nourri, logé. Et je vendais des gâteaux à la banane sur la plage. Et je me souviens, ça m'avait payé mon prochain billet d'avion. Et en fait, je me débrouillais un peu comme ça. Et si tu es ouvert d'esprit et que Hmm. tu es confiant en la vie, tout est possible. Mais c'est vrai, et là, ça m'amène à un très bon point. Comment est-ce que tu finances tous tes projets? Parce que comme partir 3 ans, ça veut dire renoncer 3 ans à avoir nécessairement un boulot fixe. Comment est-ce que tu te débrouilles? Ouais. Ce que j'ai fait beaucoup, c'est que généralement, je travaille en tant que saisonnier.
Donc j'ai beaucoup travaillé dans le service, j'ai fait de la restauration. L'été dernier, je travaillais dans l'événementiel sportif et c'est des jobs qui sont assez bien payés. Et si tu as un bon money management, tu peux réussir à voyager avec ça. Après, il faut savoir que tout l'argent que je gagne, je le mets dans mes voyages. J'ai aucune autre dépense. J'achète pas, je dépense pas dans des soirées, j'achète pas de vêtements. Vraiment, tout va dans le voyage. Et Donc c'est vraiment une discipline au final. c'est beau, c'est pas mal une discipline, ouais. Mais après, je sais pourquoi je le fais Mm. et euh, et je sais que ça vaut le coup pour moi. Donc, c'est juste où est-ce que tu choisis après de De... placer ton argent. Mm. Et Ça coûte pas si cher aussi. Beaucoup de gens pensent que ça coûte super cher de voyager. Et en fait, vraiment, ça dépend comment tu voyages. Mais tu vois, je vais te donner un exemple tout con, mais au Népal, une nuit, ça me coûte 3 euros. Et en fait, ça me coûte plus cher là de vivre à Montréal et de devoir payer un loyer et la nourriture qui est beaucoup plus chère que en voyage et dans des pays où ça coûte pas cher. Au Mexique, je me souviens, je mangeais pour 1 euro dans la rue et je mangeais super bien. Je mangeais super bien. Mais ici, pour 1 euro, tu peux pas manger, quoi. Donc, ouais, non, c'est pas le même mode de vie, non. ouais. Et dans le fond, quand tu... Est-ce que tu pars... T'es parti pendant 3 ans? Non, je pense que de ce que je comprends, tu pars en voyage et tu reviens ici à Montréal? Ou... En fait, Montréal, ça fait pas si longtemps que je suis là. Ça fait comme 1 an, mais j'ai aussi beaucoup voyagé pendant ces temps-là. Généralement, je reviens 2 fois par an en France pour passer mes examens. Donc, je fais des études en philosophie et il faut que je rentre passer les partiels. Donc, j'en profite, généralement, ces 2 semaines, j'en profite pour voir la famille et puis voir les amis. Et Montréal, j'y suis venu il y a 1 an. J'y ai travaillé un peu au début, donc l'été. Puis après, j'ai acheté un camping-car à la fin de l'été. Mm. Là, j'ai mon deuxième camping-car du coup. Et là, j'ai fait un road trip au Québec. J'ai reposé le camping-car. Et là, je suis reparti voyager. Donc, j'ai été au Népal, j'ai été en Asie. Et Mm. là, maintenant, je viens pour m'installer après 3 ans de voyage. J'aimerais comme avoir une stabilité. Et j'essaye de construire quelque chose là à Montréal, développer aussi les réseaux, essayer de bâtir une communauté pour pouvoir aller plus loin dans mon voyage. Là, j'arrive un peu aux limites de tout ce que j'ai pu faire et j'ai envie de tourner de plus en plus mon voyage côté expédition, exploration. Et pour ça, il me faut plus de moyens, aussi bien financiers, mais du soutien. Donc, je cherche des sponsors, des partenariats et à bâtir une communauté avec des gens qui suivent le voyage. Et comme ton reportage au Japon, qu'est-ce que tu recherches à transmettre au travers de tes vidéos? La vidéo, ça fait longtemps que je me posais la question. C'est vrai que j'ai pas commencé directement, enfin, j'ai commencé, mais pas complètement à fond. Au début, je voulais pas, je voulais vraiment juste vivre le voyage, vivre le moment présent. Et c'est vrai que quand tu dois filmer, ça change complètement ton voyage. Mm. Parce que tu te dis, OK, quel plan là je peux faire? Qu'est-ce que je leur montre? Pourquoi je leur montre? C'est Ouais, un t'es peu plus dans comme, ta tête en ce moment-là. ouais, puis tu vis moins le truc pour maintenant, mais tu le vis pour la caméra et ce que ça va rendre. Et Ouais. au début, je voulais pas ça. Et maintenant, bah, pour plusieurs raisons, je m'y mets. Déjà, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que j'ai vécues et que j'ai complètement oubliées et que j'ai plus de souvenirs. Et bon, j'ai quand même quelques trucs en vidéo, mais en fait, filmer, ça te donne aussi un énorme souvenir. Là, je vois mon film sur le voyage à vélo au Japon, c'est génial. En fait, je peux revivre toute mon Ouais. aventure et tout ce que j'ai fait grâce à ce film. Et l'autre raison, c'est aussi que bah, pour développer une communauté et pour avoir des sponsors et pour que je puisse aller plus loin dans mes aventures, il faut que j'en passe par là. Mais ça me fait super plaisir d'en passer par là. Puis j'aime bien aussi partager toutes mes aventures. J'ai beaucoup d'amis à moi et de gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit ouais, en fait, c'est vrai qu'on sait pas tout ce que tu as fait. Enfin, on sait un peu ce que tu nous as dit, mais il y a plein de trucs que tu nous as jamais dit et qui sont curieux de savoir. Et il y a beaucoup de gens comme ça que j'ai rencontrés et qui m'ont dit qu'ils étaient vachement inspirés par ce que je faisais et qu'ils adoraient en savoir plus. Donc là, cette année, je me suis enfin décidé à m'y mettre complètement et à développer tout ça. Mm. Et est-ce que tu as une petite anecdote de voyage à nous raconter, justement, quelque chose qui a été assez anodin, pas anodin, pardon, qui a été assez particulier, comme que pas tout le monde va vivre nécessairement.
Bah, comme je te disais, chaque voyage est différent, donc en fonction de qui on est, il y a peut-être des trucs qu'on a déjà fait ou qu'on n'a pas déjà fait. C'est sûr que partir à 18 ans et acheter un camping-car aux États-Unis, c'est quelque chose de pas courant, on va dire. Mais après, je sais pas, mon premier voyage à vélo peut-être. Mhm. Mon premier voyage à vélo, je suis vraiment parti comme tout ce que je fais en fait sur un coup de tête. J'avais pas du tout prévu. Puis j'ai acheté un vieux vélo sur Facebook Marketplace, mais vraiment un vélo nul. Il était de 1980, il n'y avait même pas de vitesse. Et j'avais jamais fait de vélo avant, je savais pas du tout ce qu'il fallait. Je suis parti comme ça à l'aventure. Et j'avais pour projet de faire Paris jusqu'en Écosse. Et je l'ai fait. Je fais Paris jusqu'en Écosse, déguisé en Spider-Man en plus. Et là, c'était vraiment un voyage hyper enrichissant parce que chaque soir, je dormais chez l'habitant. Et j'ai rencontré plein de gens comme ça. J'ai reçu une hospitalité incroyable. J'ai vraiment vu la gentillesse des gens. Donc tu connais, que tu n'as jamais vu et qui te laissent les clés de chez eux. Il y en a même Wow. une fois qui était même pas là et qui m'a dit ouais bah viens, je te laisse les clés sous le paillasson. Tu rentres, tu fais comme chez toi. Et j'ai trouvé ça juste incroyable quoi. Donc ça Mhm. c'était un voyage marquant. En plus du fait que ce soit super beau les paysages. Physiquement, c'était aussi dur. Et mentalement, je roulais beaucoup. Je faisais à peu près 100 km par jour. Et, euh, et j'étais tout seul sur mon vélo. Et là, c'est le moment où on en parlait tout à l'heure, mais où tu médites, où tu as plein de pensées qui te viennent en tête Mhm. et où tu réfléchis beaucoup. Différentes choses qui te passent par l'esprit. Tout, ton parcours, tout ce que tu as fait déjà jusqu'ici, tout ce que tu aimerais faire aussi après. Mhm. Moi, j'ai pas mal de réflexions de philo aussi qui me viennent. Donc, je pense à des trucs, mais tu sais, c'est vraiment, tu te perds dans tes pensées, puis tu penses à plein de trucs, mais c'est complètement décousu, c'est complètement désordonné. Tu as des souvenirs qui te reviennent. Et tu regardes aussi l'horizon, parce que moi, c'était pas mal de lignes droites moi, que j'avais. Et puis c'est loin, puis tu as l'impression que tu n'avances pas. Et tu te dis, putain, pourquoi, enfin, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai été faire dans cette galère, quoi. Mhm. Mais bon, après, tu te souviens que c'est toi qui as choisi ça et que tu avais envie de faire ça. Mhm. Et Ben, c'est ça parce que moi, je me dis, tu sais, dans mon train de vie, surtout, je trouve en ville, en tout cas, je sais pas, mais j'ai besoin de toujours être stimulée, toujours être occupée, toujours, tu vois, c'est tellement facile aujourd'hui avec les réseaux, avec le téléphone, de juste, euh, de juste être tout le temps ouais, stimulé. stimulé. Ouais. Ouais. Et donc, dans ces moments-là, où est-ce que moi, ça me paraît incroyable. Je veux dire, passer des heures et des heures à faire du vélo et à regarder l'extérieur, est-ce que tu te mets une musique? Sans musique, je veux dire, ou sans rien pour Les deux. véhiculer, Il y a des moments où j'avais de la musique, il y a des moments où j'avais pas de musique. Mm. Moi aussi, j'ai du mal souvent à ne rien faire. C'est assez paradoxal, hein. Mais Ouais. j'ai besoin aussi de faire tout le temps plein de trucs. Mais je pense que c'est important de prendre le temps de ne rien faire. Juste de flâner, de vivre. Euh, c'est un travail que j'essaye de faire et que j'aime bien aussi de temps en temps. C'est vrai que, bah, comme je te disais, je suis vachement dans les extrêmes, mais quand j'ai des périodes d'hyperactivité, après j'ai besoin de périodes où juste je m'arrête et où je fais rien. Mm. Ce voyage à vélo, c'était ça pour moi. Euh, Ça a duré un mois. Au bout d'un mois, j'en avais marre et j'étais bien content d'arriver. Donc, c'est pas quelque chose que je ferais tout le temps et j'aimerais pas le faire tout le temps. Mais par contre, de temps en temps, c'est quelque chose qui est bien à faire, je trouve. Mm. Et ça a été quoi euh, ben non, mais est-ce que tu as eu une rencontre marquante, on va dire, quelqu'un qui t'a vraiment, T'as plein de rencontres vraiment... marquantes en voyage. Bah, si je pense à ce voyage à vélo, je me souviens que j'avais rencontré un mec qui avait fait à peu près le tour du monde à vélo. Ah C'est-à-dire ouais? que le mec avait fait de d'Ushuaïa tout en haut du Canada, enfin en Alaska. Et donc il avait remonté comme ça tout le continent. Il avait été jusqu'en Chine avec son vélo. Il avait été jusqu'en Afrique du Sud. Enfin vraiment, il avait fait le tour du monde à vélo.
Tu rencontres pas mal de personnages comme ça inspirants et qui ont fait des grosses aventures. Mhm. Là récemment, je dirais que Clément, donc le gars avec qui j'ai fait le voyage à Hmm. vélo, ça c'était une rencontre marquante. Puis j'ai appris plein de trucs avec lui. Mais c'est ça, c'est fou parce que, tu sais, on dit souvent qu'en voyage, c'est plus là où tu connais bien la personne. Tu sais, quand tu rencontres des gens, c'est en voyage que tu sais si ça passe ou ça casse. Ouais, ben, c'est vrai. Qu'est-ce qui faisait que vous étiez bien à deux dans ce duo-là pendant le voyage? Euh, Tu sais, il y a plein de trucs. Tu peux pas vraiment expliquer pourquoi deux personnes s'entendent bien. Mm. Enfin, tu pourrais expliquer, mais Clément, on s'est rencontrés le premier soir où tous les deux on venait d'arriver au Japon et direct, tu sais, on a su que ça allait le faire. Enfin, en tout cas, on avait tous les deux le feeling que ça allait le faire. Et moi, j'écoute vachement mon intuition. Je fais vraiment comment je ressens la chose. Mm. Et l'instinct, ça marche. Ça fonctionne quand même assez bien. Et en tout cas, moi, à chaque fois que je l'ai utilisé, ça a Ouais, fonctionné. ouais, pour toi, Et c'est ta boussole. ouais, je voyage pas mal avec ça. Et bon, ça aurait pu ne pas fonctionner ce voyage à vélo. Dans le pire des cas, je me suis dit que si on s'entend pas, bah écoute, on a tous les deux nos vélos, on n'est pas obligé de finir ensemble. Je continuerai mon chemin et il continuera le sien. Et il se trouve qu'on s'est super bien entendu et que maintenant c'est un super bon ami. Donc, Wow. Écoute, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour ceux qui aimeraient se lancer dans une quête de voyage ou bien juste quelqu'un qui voudrait faire une expérience de vie autour du voyage? je pense qu'il faut pas trop se poser de questions. Faut pas essayer de tout planifier. C'est bien un peu de se lancer dans le grand bain, tout en étant conscient de ses limites et de ce qu'on est capable de faire. Faut pas non plus se prendre pour un surhomme et penser qu'on peut tout faire. Mais je dirais qu'il il faut beaucoup vivre le moment présent. Le voyage, c'est beaucoup d'imprévus. Il faut savoir s'adapter. Donc il faut pas avoir des idées préconçues et déjà toutes faites et arrêter sur les choses. Faut se laisser vivre au gré des rencontres et de ce qui s'y passe. Euh, Puis d'être bien avec soi-même, c'est sûr que c'est important. Faut avoir confiance en soi, faut être bien avec soi-même. Euh, Hmm. Et c'est quoi, est-ce que tu as en ce moment une recommandation de livre, podcast, quelque chose qui t'a qui t'a inspiré? Moi, je lis beaucoup de philo, du coup. Euh, Bah, alors là, je recommande, mais je recommande pas directement de rentrer dans son œuvre, mais c'est Nietzsche. Nietzsche, c'est un penseur qui a vachement influencé, qui m'a vachement influencé. Ça peut être très compliqué. Il y a eu beaucoup de controverses et tout aussi autour de lui. Mais donc je conseille d'abord écouter des podcasts dessus, lire des gens qui parlent de son œuvre avant Pour de essayer rentrer de dedans. comprendre un peu son langage. C'est Ouais, parce que, tu sais, le vocabulaire de chaque philosophe est différent, là. ouais. Puis c'est Donc, vachement métaphorique aussi, Nietzsche. Donc c'est vachement sujet à ton interprétation. hmm. Mais puis c'est tellement bien écrit, enfin, je trouve ça juste magnifique. Et sinon, Et c'est quoi un peu juste, grosso modo, c'est quoi, est-ce que on peut, je sais que c'est pas possible de résumer de résumer, peut-être, mais est-ce qu'il y a comme un élément clé qui représente bien Nietzsche? bah, je dirais qu'il y a vachement de dépassement de soi dans Nietzsche. C'est-à-dire, c'est un peu comme persévérer dans son être, dans ce qu'on est, d'aller au maximum de ses capacités, de vivre la vie en grand et intensément, justement. Il y a tout ce truc du concept clé de la volonté de puissance chez Nietzsche, qui ne doit pas du tout être entendu comme volonté de pouvoir, mais volonté de dépassement et d'avoir un impact qui va au-delà de ce qu'on est. Et puis il y a aussi vachement, moi, ce qui m'a vachement parlé, c'est toute la partie sur la déconstruction de la morale. C'est vrai que la société nous inculque vachement de valeurs et nous dit vachement comment penser, qu'est-ce qui est bon de faire et qu'est-ce qui est mauvais de faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire.
Moi, c'est vrai que j'ai vachement un peu mis ça à la poubelle, et bah, tout en ayant des valeurs et en créant mes propres valeurs, bien sûr. Je pense pas qu'il faut être complètement hors sol non plus et que tout est acheté, mais, mais je pense qu'il faut pas, enfin, il faut toujours se demander d'où ça vient, toutes ces normes, et, et pas forcément, pas, enfin, si on les ressent pas, ne pas y adhérer, quoi. Mmh. Génial ben, merci beaucoup Ben, d'avoir merci à toi. partagé ton expérience et je dirais aussi tes enseignements parce que, on a tous, beaucoup de choses à apprendre, l'un de l'autre parce qu'on a tous des parcours différents et si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, Sur les réseaux sociaux, c'est Petit Denis, du coup. Donnie, ça s'écrit Donnie, et petit, bah, ça s'écrit petit. donc Petit Denis sur Instagram, YouTube, Ouais, est-ce qu'il y a YouTube, un je autre passe pas réseau que tu mal. utilises? Je suis sur tous les réseaux, TikTok, Facebook, je suis partout à Petit Denis. Super, alors merci d'avoir été avec nous et bien sûr, à la prochaine pour une prochaine vidéo.